Bonjour à tous, bienvenue à nouveau. Je m'appelle Martha Welanda. Je suis vraiment ravie d'être ici pour cette quatrième table ronde de notre journée. Donc, une discussion autour de l'idée de créer du changement à travers des actions pour changer la donne en ce qui concerne les frontières. J'ai déjà eu l'occasion d'interagir avec beaucoup de personnes présentes aujourd'hui lors de mon travail pour Refugee Rights, donc un des co-organisateurs de cette conférence. Donc aujourd'hui, nous allons avoir l'occasion d'entendre 5 intervenants pour cette table ronde qui vont vraiment examiner l'idée de lutter contre la situation actuelle avec les actions possibles complémentaires dans les 3 pays spécifiques, mais également à travers des actions transfrontalières. Avant de passer la parole à notre premier intervenant, j'aimerais bien vous rappeler d'essayer, s'il vous plaît, de parler clairement et pas trop rapidement pour bien pouvoir vous interpréter. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous allez trouver le bouton, l'icône d'interprétation en bas de votre écran pour bien choisir votre canal préféré, français, anglais ou langue d'origine, si vous parlez les deux. Donc, chaque intervenant va avoir à peu près 10 à 12 minutes. Donc, je suis vraiment désolée. Je vais devoir vous interrompre si vous dépassez ce temps parce que nous voulons avoir un temps de discussion après avec nos participants et notre public. Donc, pour les participants, j'aimerais bien vous rappeler également que vous pouvez mettre vos questions dans la boîte de discussion, le chat, et nous allons essayer d'aborder ces questions pendant notre période de discussion vers la fin de cette table ronde. Donc, vous allez pouvoir également, si vous voulez, poser vos questions en direct en allumant vos caméras et vos micros pendant cette partie discussion. Je vais maintenant passer la parole à notre première intervenante, Lily Parrott de Duncan Lewis, un cabinet d'avocats. Elle est avocate en formation pour le département de la loi publique. Donc, elle se spécialise sur les questions d'asile, trafic et loi publique. Elle a participé à une contestation judiciaire contre l'utilisation de l'article 13.2 de Dublin par le Home Office britannique. Donc, elle a un intérêt particulier en ce qui concerne des questions de traversée de la Manche et également le soutien aux demandeurs d'asile. Elle va nous parler aujourd'hui des accords bilatéraux, des refoulements dans la Manche et des nouvelles formes de dissuasion de l'immigration au Royaume-Uni. Donc, comment peut-on utiliser la loi pour contester les contrôles frontaliers? Merci Lily, je vous passe la parole. Merci de ces mots d'introduction, Martha. Pour commencer, j'aimerais bien dire que j'ai beaucoup de points à exprimer lors de ces 10 ou 12 minutes. Donc, je vais vraiment essayer de me focaliser sur quelques questions que vous avez déjà abordées par rapport au travail, aux frontières, des actions potentielles pour faire face à la situation problématique actuelle. Donc, je vais vous donner des nouvelles par rapport aux choses que nous préparons en ce moment. Donc, pour commencer, je pense que nous pouvons juste examiner ou considérer les éléments que nous avons déjà examinés en ce qui concerne le projet de loi britannique.
qui est en train d'être expérimenté en ce moment, donc pour limiter les droits des demandeurs d'asile et pour prévenir l'exercice de ces droits également. Avant de rentrer dans les détails juridiques, j'aimerais souligner le fait que nous disons très fréquemment qu'il n'y a pas vraiment d'obligation euh, pour exiger que les gens doivent vraiment faire la demande d'asile dans le premier pays d'arrivée. Donc voilà une question vraiment clé par rapport à ces nouvelles idées de projet de loi. Il n'y a pas d'obligation à cet égard dans la loi internationale et les conventions par rapport aux réfugiés. Mais nous devons quand même souligner qu'il y a des différentes raisons pour lesquelles les personnes veulent peut-être demander de l'asile au Royaume-Uni. Donc, des exemples liés à la langue britannique, les liens liés au passé colonial, également les membres de la famille qui peuvent être déjà au Royaume-Uni. Il y a également des mesures et des procédures d'asile différents. Donc, pour peut-être certains groupes, donc une reconnaissance de certains réfugiés qui peuvent également être un facteur important. Il y a également la question des mauvais traitements dans certains pays. Donc, les personnes qui se trouvent sans abri contre l'article 3. Si je rentre trop dans les détails juridiques, faites-moi savoir. Je vais essayer d'expliquer ces points assez clairement, mais si cela devient un peu trop juridique pour vous, dites-moi. Je peux bien expliquer mes propos. Donc, comme nous avons déjà mentionné, il y a une série de questions clés par rapport à cette question de la frontière entre le Royaume-Uni et la France. Donc, premièrement, la question des refoulements dans la Manche. Il y a une couverture médiatique par rapport à l'intention des Home Office par rapport à ces refoulements. Donc, l'idée est de prévenir l'arrivée des migrants au Royaume-Uni. Ces tactiques n'ont pas été déjà employées, mais ce Home Office dit qu'il s'agit d'une politique qu'ils sont en train de développer et il y a une base juridique pour tel refoulement. Ceci dit, étant donné le fait qu'il s'agit d'une politique au niveau de Home Office, même liée aux pratiques, il s'agit de quelque chose qui pourrait être sujet à une révision juridique. Donc voilà notre rôle. Nous sommes en train d'examiner les possibilités de faire une contestation judiciaire contre ces politiques. Donc, il y a des différentes possibilités de fonds pour bien faire cette contestation. Nous avons examiné des questions autour des risques associés de violer la Convention européenne. Cela implique bien entendu la loi maritime. Il s'agit d'une situation complexe. Nous nous préoccupons par rapport à l'idée de renvoyer des bateaux et l'idée des expulsions collectives. Donc, l'idée est de vraiment faire des expulsions en masse sans vraiment examiner leur demande d'asile. Donc, cela est prohibé selon la loi internationale. Et si quelqu'un arrive au Royaume-Uni, ou traverse la Manche en bateau, qui n'est pas vraiment évalué comme un bateau sûr. Cela va également contre la Convention sur les droits de l'homme, Convention européenne, donc les articles 2 et 3 liés au traitement inhumain et dégradant. Finalement,
Si ces politiques permettent vraiment le renvoi des bateaux contenant des enfants, cela va contre l'obligation du Royaume-Uni de bien considérer toujours les meilleurs intérêts de l'enfant. Donc, cela est vraiment fondamental dans notre loi britannique. Un autre point associé est le fait que même si notre Home Office dit que ces politiques existent, ils n'ont pas encore vraiment publié ou montré ces politiques au public ou aux avocats. Donc, normalement, le gouvernement a une obligation de transparence. Nous devons absolument donc pouvoir examiner ces politiques possibles. Et donc, voilà un autre point possible de contestation. Donc, l'idée de vraiment pouvoir examiner le contenu de ces politiques. Une autre question existante, pas nécessairement liée à cette question du projet de loi sur les frontières, et le fait que nous regardons les possibilités de contestation judiciaire, et ça fait un bon moment que nous sommes en train d'examiner ces possibilités. Nous avons déjà discuté ces idées avec Refugee Rights. Je suis désolée, je pense qu'il y a quelqu'un qui n'est pas en sourdine. Donc, le Royaume-Uni, notre Home Office, organise ce qu'on appelle des installations de détention à court terme sur le sol français. Donc, ces installations sont comparables avec des centres de détention, même si ces sites sont utilisés normalement pendant une période courte, donc jusque 24 heures avec des possibilités d'extension. Donc, le Royaume-Uni a 4 de ces installations au nord de la France, 2 à Coquelles, donc dans cette zone de contrôle juxtaposée. Donc, après les vérifications des passeports, mais avant la Manche, et a également un site à Calais et un autre à Dunkerque. Donc, ces installations sont financées par le gouvernement britannique et la gestion a été externalisée aux entreprises, donc contrôlées par le gouvernement anglais. Au Royaume-Uni, il y a une politique, comme vous pouvez imaginer, qui gère l'organisation et l'opération de ces installations. Donc, il y a des règles à suivre pour ne pas violer les conventions des droits de l'homme. Mais cette politique s'appelle les règles des installations de détention à court terme et actuellement, ces règles stipulent que même si elles s'appliquent à tous les sites de ce type au Royaume-Uni, ils ne s'appliquent pas encore aux installations au nord de la France, même si la politique dit que cela va être bien entendu à ces installations. Ça date de 2018, donc ça fait maintenant assez longtemps. Donc, ces règles stipulent qu'avant le déploiement de ces politiques, ces installations doivent bien fonctionner en suivant l'esprit de ces règles, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être interprétées, disons. Nous préparons donc une contestation judiciaire contre ces installations. Premièrement, basée sur le fait que notre Home Office a violé leur obligation de vraiment vérifier le respect de ces règles par ces installations et deuxièmement des questions liées aux données personnelles, donc GDPR. Nous avons, lors de notre examination de ces facilités, trouvé des difficultés d'accès aux documents pour les personnes détenues sur ces sites. Donc, si quelqu'un demande, par exemple, des documents juridiques, ces fichiers ne contiennent pas de documents liés au fait que cette personne a été détenue
dans ces installations. Donc voilà une manque par rapport aux obligations de fournir des informations. Vous n'avez qu'une minute et demie qui reste. Ah, je suis désolée. Je viens de commencer. J'ai vraiment beaucoup de points à couvrir. Mais bon, surtout en ce qui concerne le projet de loi, j'ai perdu un peu mon temps. Mais bon, juste une question en particulier à souligner par rapport à ce projet de loi et la création d'un système pour des demandeurs d'asile sur deux niveaux différents. Nous allons vraiment essayer de contester cette idée si le projet de loi est approuvé parce que il s'agit d'un cas de discrimination assez évident. Et fondamentalement, cela va contre également l'article 31 de la Convention sur les réfugiés qui dit que les gens ne doivent pas être punis pour le fait d'entrer dans un État illégalement. Donc, la Convention pour les réfugiés est vraiment au cœur de la loi de l'asile. Donc, cette idée de punition est vraiment clé pour ces possibilités de contestation. Nous allons vraiment examiner et travailler sur ces bases de protection. Donc voilà, juste pour parler du fait que ce système, ce deux niveaux différents, et le fait que cela crée des différences entre des groupes de demandeurs d'asile et cela affecte les questions d'accès à la réunification familiale. Donc, voilà, nous avons des bases de contestation judiciaire. Je pourrais bien continuer si vous avez des questions. Il y a vraiment beaucoup d'autres points que j'aimerais bien aborder. Bon, j'attends avec impatience la partie discussion. Merci, Lily. C'est vraiment un travail assez désagréable de devoir vous interrompre, mais voilà, nous devons bien respecter notre temps pour vraiment permettre un bon temps de discussion à la fin, pour partager les autres idées. Donc, j'attends également cette partie avec impatience. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent déjà dans la boîte de discussion. Donc, merci encore, Lily. Nous allons maintenant passer la parole à Bella Sankey, qui est directrice de Detention Action depuis 2018. Donc, il s'agit d'une association britannique pour défendre les droits des personnes détenues en détention et immigration. Elle a travaillé également pour les organisations Liberty et Reprieve. Donc, elle a beaucoup d'expérience et expertise. Je crois que Bella va parler du rôle de plaidoyer politique et la question des voies sûres et légales au Royaume-Uni. Donc, voilà, Bella, merci beaucoup et je vais vous passer la parole. Merci. Merci beaucoup, Martha. Je suis ravie d'être invitée pour parler et discuter de ces problèmes importants aujourd'hui. C'est super de voir autant de personnes ici et de voir des militants, des avocats venant de tous bords qui engagent les citoyens dans les différentes juridictions. C'est vraiment super. Le travail de ce forum et son rôle est extrêmement important. Et ça fait chaud au cœur de collaborer de cette façon. Alors, les challenges, les défis sont énormes ici, bien sûr. Comme Martha a dit, je voudrais vous donner un peu de contexte et de vous parler d'une proposition sur laquelle on a travaillé avec d'autres organisations qui sont représentées aussi aujourd'hui, qui se concentre sur, pour le court terme, ouvrir un peu d'espace politique au Royaume-Uni pour une discussion un peu plus large sur l'externalisation des frontières signifie en pratique, comment elle a contribué aux désastres humanitaires qui existent au nord de la France,
et autour de la Manche et des traversées dangereuses et des morts qui surviennent. Pour commencer, pour essayer de construire et de créer du soutien à travers différentes parties au Royaume-Uni, on a fait une proposition qui va gérer ces problèmes en conformité avec les droits de l'homme, les lois pour les réfugiés. Juste respecter les gens et leur dignité. Des gens qui sont dans le besoin en France, qui vivent dans la peur des violences perpétuées par l'État, qui sont forcés à entreprendre des traversées dangereuses pour atteindre le Royaume-Uni. Je sais que ce matin, il y a eu des discussions sur l'histoire, l'externalisation de la frontière, donc je ne vais pas reprendre tout ça. Je pense que pour beaucoup de raisons, c'est un vrai problème que le Royaume-Uni est une frontière extériorisée. Lily a parlé des pouvoirs coercitifs du Royaume-Uni et les pouvoirs qu'ils exercent en France. Ce qui est très clair sur l'arrangement actuel, c'est que en fait, le Royaume-Uni a énormément de pouvoirs. Et ce n'est pas seulement pour remplir leurs obligations. Et qui se passe nulle part ailleurs sur les autres frontières. Et on voit la crise humanitaire que ça engendre, les traversées dangereuses qui sont entreprises parce que nulle part ailleurs sur les frontières britanniques, le Royaume-Uni et la France exercent aussi des pouvoirs et ne permettent tout simplement pas aux gens de faire déposer des demandes d'asile. Donc, ça crée des situations très compliquées. C'est très dangereux et risqué. Je pense qu'en tant qu'organisation, notre position serait que les contrôles juxtaposés ne devraient pas exister. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est, à défaut d'atteindre cet objectif, est-ce que les principes et juste quelque chose de logique peut être mis en place pour pouvoir gérer ce problème? Juste du bon sens, mettre en place du bon sens, donc travailler avec le Joint Council Welfare, Immigrants, Refugees Thrive, UK, Choose Love, d'autres associations caritatives qui ont une bonne compréhension de la situation, des gens qui sont présents à Calais. On a rassemblé, on a fait une proposition qui crée un mécanisme qui permettrait aux gens qui sont en France de pouvoir poser leur demande d'asile et de postuler pour un visa et d'avoir un visa pour un passage en toute sécurité. On se baserait sur des informations où ils peuvent établir et prouver qu'ils ont besoin de demander l'asile au Royaume-Uni. Alors, il y a eu d'autres propositions qui ont été faites, des autres mécanismes qui existaient, qui sont liés à certains groupes de personnes en particulier. Par exemple, on parle des enfants. On a aussi la réunification familiale. On pense que tout ceci est tellement limité et tellement étroit et qui sont limite inapplicables, qu'ils ne sont pas assez. Ce n'est pas suffisant. Il faut créer un peu plus d'espace dans l'espace public et politique pour pouvoir discuter et avoir un visa qui puisse être octroyé aux personnes qui veulent venir au Royaume-Uni sous preuve qu'ils ont des bonnes raisons de pouvoir rejoindre le Royaume-Uni. Je pense que c'est important de dire que d'un point de vue politique au Royaume-Uni, il faut reconnaître que jusqu'à aujourd'hui,
les 3 partis politiques qui sont présents à Westminster, de façon, vous savez, historique, ce sont les conservateurs, les travaillistes et les centristes. Ils se sont tous les 3 mis d'accord pour nier la situation actuelle et un peu la rejeter, un peu la politique de l'autruche. Et toutes les politiques ont tracé une ligne rouge, appliquer les contrôles juxtaposés et ne pas créer tout simplement une voie sûre et légale pour rejoindre le pays. Donc les objectifs, c'est lancer une initiative pour chaque parlementaire et chaque représentant de parti et d'essayer de les allier à notre cause pour faire un plaidoyer. Il y a eu la semaine dernière un amendement pour le visa humanitaire a été mentionné et c'était pour la première fois au niveau comité pour le Parlement. C'est un État où il y a juste un tout petit groupe de députés qui se rassemblent et essayent de parler en détail d'une législation proposée. Je suis sûre que tout le monde a vu que c'était un sujet très épineux et problématique, mais c'est toujours quelque chose de potentiel pour pouvoir stimuler et lancer au moins un débat politique. Et c'est ça qu'on essaye d'utiliser. Donc, ça a été fait par un député travailliste qui s'appelle Neil Coyne. Et il a défendu le cas au Parlement pour le programme que j'ai mentionné. Je pense qu'il a fait ça avec les autres députés travaillistes. En tant que parti, les travaillistes ne s'est pas vraiment engagé à soutenir une proposition comme celle-ci. Mon analyse est qu'il ne serait pas opposé à une politique de la sorte. Et je pense que Ken Starmer, le leader du parti, avait parlé de quelque chose un peu similaire lorsqu'il a été questionné dans le passé sur ses problèmes d'immigration. Aussi, ce qui est encourageant, les libéraux démocrates ont indiqué qu'ils étaient très intéressés aussi par cette proposition et ceci va être remis sur la table un peu plus tard lorsqu'on va parler de ce projet de loi au Parlement. Ça va probablement se passer à la fin du mois ou début décembre. Alors, on ne s'attend pas à ce que cette proposition devienne une loi parce que, vous savez, le gouvernement a une telle majorité au sein du Parlement que ça ne passera pas. Mais c'est possible d'ouvrir un peu d'espace politique, si je puis dire, pour pouvoir discuter et on aura peut-être une autre opportunité de refaire ça quand la Chambre des Lords va se réunir début d'année prochaine. Je pense que ces efforts au Parlement pourraient créer un peu comme une plateforme pour pouvoir intégrer petit à petit l'idée avec le temps de créer un consensus de façon un peu plus pragmatique, de gérer les traversées. Bella, une minute. Vous n'avez plus qu'une minute et demie. Merci, merci. Bon, pour le moment, j'imagine que je sais bien que tout est un peu sombre du point de vue politique au Royaume-Uni, mais je pense que le temps est venu. Le gouvernement a effectivement une voie, une tactique très différente pour le moment. Ils veulent tout simplement empêcher les gens de venir au Royaume-Uni et de déposer leur demande d'asile. Mais je pense qu'il y a plein de problèmes. Ils se créent des problèmes un peu eux-mêmes. Ils se tirent une balle dans le pied parce que, vous savez, ils promettent énormément de choses
et il continue de développer les attentes des gens. La ministre de l'Intérieur a déclaré qu'elle allait déclarer cette voie complètement non viable et non praticable. Il faut être honnête que ça ne marchera pas. Et elle a dit, oui, ce projet de loi va gérer tous les problèmes. Mais il n'y a rien dans ce projet de loi qui va régler les problèmes, qui pourra empêcher les gens de venir au Royaume-Uni pour pouvoir déposer leurs demandes. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, elle sera à court d'arguments et son parti va probablement être fatigué de cette politique de l'échec, parce qu'elle n'arrête pas de promettre des choses qu'elle n'arrive pas à tenir. Je pense aussi qu'avec le temps, les députés, surtout dans le sud-est, qui ont des circonscriptions qui sont concernées par les arrivées de personnes, vont être un peu fatigués des impressions que ça va donner à leur électorat. Le gouvernement est de toute évidence incompétent pour gérer la situation qui est de plus en plus chaotique. Donc, je pense qu'il y a vraiment des opportunités et des raisons de croire qu'avec le temps, cette proposition pourrait rassembler pas mal de soutien parmi les membres du gouvernement. Bien sûr, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça va être une stratégie sur le long terme, mais je pense que c'est très important de commencer petit à petit et surtout commencer à montrer et à développer cette proposition. Parce que d'un point de vue de campagne, il y a eu une opportunité qui n'était pas présente avant. Il n'y avait rien qui était proposé de façon aussi détaillée pour offrir des voies sûres et légales aux gens. Donc, c'est vraiment une tentative de donner quelque chose de détaillé, de faire une proposition détaillée pour voir ce qu'on peut obtenir. Et je vais m'arrêter ici. Merci. Merci. Merci, Bella. On a hâte que vous participiez à la discussion aussi à la fin pour qu'on puisse reparler des points que vous avez soulevés. Merci beaucoup et vous pouvez nous rejoindre dans un moment. Merci beaucoup pour cette vie d'ensemble. Je pense que c'est important de dire que on est tous fermes pour dire que les contrôles juxtaposés doivent être démantelés et abandonnés pour des raisons très pragmatiques et qu'il va falloir trouver tout simplement des voies d'accès sûres et légales. Donc, c'était vraiment très intéressant d'entendre cette mise à jour de ce qui se passe au Royaume-Uni. On a hâte de discuter un peu plus en détail. On va maintenant passer sur la situation en Belgique. Nous avons Anne-Catherine Denève avec nous, qui vient de Plateforme citoyenne soutien aux réfugiés. Bonjour. Anne-Catherine coordonne la mission régionale en Belgique. Et Catherine était également une hébergeuse parce que depuis 2017, Catherine et sa famille ont ouvert la porte de leur maison et accueillent des jeunes gens en situation de migration. Anne-Catherine coordonne également les activités d'hébergement citoyen de la province Brabant-Wallon, où il y a un grand nombre de transmigrants qui cherchent à rejoindre le Royaume-Uni par la Belgique. Anne-Catherine, vous allez nous parler du rôle du lobbying au niveau local en Belgique et les droits des transmigrants. Voilà. Donc, je ne suis pas juriste, donc les droits des transmigrants, je pense que je vais laisser ça à quelqu'un d'autre. Je suis médiéviste de formation, donc on est loin du compte. Donc, je suis ici pour vous parler de la crise de l'accueil en Belgique et de la réponse citoyenne qui lui est apportée donc, depuis en fait 2015 à peu près, pour montrer finalement comment ce que certaines lignes politiques, malheureusement pas toutes, mais certaines politiques ont pu être bougées à partir de l'action citoyenne. En 2015,
donc avec la crise en Syrie, on assiste à un encampement en plein cœur de Bruxelles, donc dans le centre-ville, à proximité de la gare du Nord. Donc un encampement avec des familles syriennes et irakiennes qui sont arrivées. Anne-Catherine, Oui, Pardon, je m'excuse vraiment de vous interrompre. je parle trop vite, c'est ça? Yes. Pardon. C'est un de mes gros problèmes. Je vais essayer de ralentir. N'hésitez pas à lever la main si je reprends un débit trop actif. Donc, je disais que en 2015, on a assisté à un encampement en plein cœur de Bruxelles, donc dans le quartier de la gare du Nord, avec des familles syriennes et irakiennes qui fuyaient la guerre. Et qui étaient arrivés donc à Bruxelles avec l'intention de demander l'asile. La politique belge au niveau de l'accueil de la migration avait été la restriction des moyens sur les années qui avaient précédé, une réduction assez drastique, à la fois en termes de capacité d'accueil et à la fois en termes de capacité de réception simplement des personnes au niveau de l'Office des étrangers. Et donc, on a un encampement et l'encampement ne suscite aucune réaction du gouvernement belge, donc il n'y a pas de mesures qui sont prises rapidement. Et face à cette situation, cette crise humanitaire sans précédent, donc au cœur de la capitale, un immense mouvement de mobilisation citoyenne part donc de toute la Belgique. Donc on a vraiment des réponses. Le camp est monté grâce aux énergies citoyennes. Les citoyens convergent d'un peu partout pour apporter de l'aide et prendre en charge ces personnes qui sont qui sont dans un parc public sans aucune ressource. À partir de cette mobilisation citoyenne en 2015, se crée donc la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés sous la forme d'une ASBL pour coordonner, on va dire, toutes les initiatives citoyennes, et elle se donne pour objectif donc d'accueillir et de proposer des solutions d'hébergement et d'accompagnement des personnes en migration, quel que soit le statut administratif, ce qui est évidemment important dans la question qui nous occupe. En 2017, suite au démantèlement de la jungle de Calais quelques mois auparavant, on voit arriver une population essentiellement soudanaise, à peu près 800 personnes, qui, dans un premier temps, vivent dans la clandestinité dans le nord du pays, donc aux alentours immédiats du littoral, et qui progressivement se rassemblent à Bruxelles. On est alors dans un contexte politique assez tendu, avec une majorité qui a fait de la question migratoire un fer de lance dans la campagne préélectorale, et des actions qui sont donc menées à l'encontre de ces personnes, des actions assez brutales et assez violentes auxquelles la Belgique n'était pas du tout habituée. Donc on a des exactions policières, ce qu'on appelle rafles à l'époque, donc des actions policières assez violentes. C'est rien par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, mais à l'époque, ça nous avait beaucoup tracassés en tant que citoyens. Et la plateforme citoyenne réappelle à la mobilisation des citoyens pour mettre à l'abri les gens qui sont dans ce parc Maximilien, donc ça s'appelle le parc Maximilien. Et on a un mouvement sans précédent de mobilisation avec des milliers de familles dans toute la Belgique qui convergent vers le parc tous les soirs pour mettre à l'abri pendant la nuit ces jeunes gens, donc sans papier, on va dire, on les appelle les migrants en transit. On peut contester l'appellation, je la conteste, mais c'est comme ça qu'on les appelle en Belgique officiellement. Donc cette mobilisation s'inscrit dans le temps, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, s'inscrit dans le temps pour venir apporter remplir les premiers besoins, donc des besoins alimentaires, de santé et d'hébergement. Dans la période qui suit, donc entre 2017 et 2020, et assez rapidement, malgré le fait que l'État fédéral belge continue de mener cette politique contre, à coup de slogan, pas de jungle à Bruxelles, il faut lutter contre le fameux appel d'air, si on leur donne un sandwich, ils vont tous venir du Soudan et de l'Éthiopie squatter la Belgique. Et donc, malgré le fait que le gouvernement fédéral, dont l'accueil de
la migration fait partie des est une des compétences du gouvernement fédéral. Donc, vous savez que le système belge est assez compliqué, hein. Donc, on a, je pense, un nombre impressionnant de ministres et plusieurs niveaux de pouvoir, donc des pouvoirs fédéraux, des pouvoirs régionaux et de communautés également. Et donc, la compétence de l'accueil de l'immigration est une compétence fédérale et donc le gouvernement fédéral reste sourd à cette question humanitaire. Mais le pouvoir régional bruxellois, dans un premier temps, est saisi en fait de la question par les organisations militantes et les citoyens et va prendre des mesures assez rapidement, des mesures de financement d'infrastructures d'accueil d'urgence pour les personnes qui sont sur le territoire bruxellois. Et donc, c'est en contradiction donc, totale, hein, ces décisions sont en contradiction totale avec la politique gouvernementale de non-accueil des personnes qui ne déposent pas des empreintes en Belgique. Et donc, on voit, on monte, donc la plateforme citoyenne est au cœur de ces négociations et obtient d'abord un lieu qui permet d'accueillir 250 personnes et ensuite un financement qui progressivement devient structurel sur la région bruxelloise, financement donc qui va couvrir des activités d'hébergement d'urgence des personnes sans statut, avec des capacités d'accueil qui vont monter jusqu'à parfois, qui montent aujourd'hui jusqu'à à peu près 400 places, même plus 450 places en région bruxelloise, donc financées par la région bruxelloise, et également des services d'accompagnement des personnes dans leur parcours, à la fois au niveau juridique, à la fois au niveau psychomédico-social. Dans cette même laps de temps, on voit que en fait la migration, on parlait des frontières qui ne sont pas une ligne tout à l'heure. Chez nous, la frontière avec l'Angleterre, elle est localisée sur tous les axes autoroutiers naturellement, et elle se déplace donc à partir de 2017 se déplace vers le sud du pays, puisque la partie nord de la Belgique applique des méthodes assez expéditives pour sécuriser les parkings et empêcher les personnes qui sont en tentative de traverser l'Angleterre de monter dans les camions. Et donc, on a un vrai déplacement des zones de chance, ils appellent ça les trails. On a un vrai déplacement de ces zones de chance dans le sud du pays. C'est progressif hein, et ça se répand comme, on va dire, du sang dans des veines. Hein. Donc, il y a d'abord le 411 qui est impacté, ensuite les grands axes de l'autre côté du pays. Et autour de ces zones de trail, on a très rapidement des situations d'encampement qui sont générées, donc, puisque les personnes vont se cacher dans les bois en attendant de pouvoir essayer de monter dans les camions, et donc des situations de crise humanitaire relativement mesurées en termes de quantité. Donc, c'est des parkings qui vont générer une fréquentation d'une maximum une septantaine de personnes et des encampements d'une maximum d'une septantaine de personnes. Et donc, au fur et à mesure de ce déplacement de cette frontière et de cet éclatement de cette frontière, on va dire, on voit émerger des initiatives citoyennes qui prennent en charge la question humanitaire, puisqu'il y a une absence totale de prise en compte par à la fois le fédéral et à la fois les pouvoirs locaux, régionaux à l'époque, enfin, les pouvoirs locaux et les pouvoirs régionaux. Et donc, on a une espèce de cartographie en parallèle de cette frontière qui se bouge, et des collectifs citoyens qui émargent ou non à la plateforme. Hein. Donc, on a à peu près une quarantaine de collectifs qui sont actifs sur le territoire wallon et qui interviennent un peu partout là où la situation l'impose. On va également avoir, dans la même époque, les premières structures d'hébergement collectif qui sont vraiment des centres d'accueil, mais qui sont gérés entièrement par des citoyens dans des lieux qui sont mis à disposition par des propriétaires solidaires qui sont au début essentiellement privés, donc des propriétaires qui prêtent une maison dans laquelle on va pouvoir accueillir une dizaine, une vingtaine de personnes avec uniquement donc, un engagement bénévole et des dons pour subvenir à leurs besoins. Donc en fait, la prise en charge citoyenne vient pallier en fait l'absence de réponse, à la fois absence de réponse fédérale et à la fois absence de réponse régionale au niveau de la région wallonne ou locale au niveau des communes. On en était à peu près là dans cette situation, donc avec un engagement citoyen qui perdure dans le temps. Donc on a toujours des hébergements en famille, hein, donc comme le soulignait Martha, j'aime à me définir d'abord et avant tout comme hébergeuse, mais on a également donc des hébergements plus collectifs, des centres d'accueil de jour qui sont mis en place, etc., entièrement bénévoles et entièrement solidaires. Alors, c'est à ce moment-là que nous cueille la crise sanitaire.
donc en 2020, la crise sanitaire s'abat sur toute l'Europe et on se rend compte très rapidement que les pouvoirs fédéraux et régionaux n'ont pas pris en compte les migrants présents sur le territoire belge dans leur plan de confinement. Et donc, on laisse à la rue quelques 800 personnes, peut-être un Merci peu plus, Anne-Catherine. avec interdiction d'y être dans cette rue. Et donc, de nouveau, on voit une troisième très grosse vague d'engagement, de mobilisation citoyenne et des citoyens qui vont à la va-vite libérer des locaux pour pouvoir mettre à l'abri les personnes à la fois du corona et à la fois des mesures policières de répression de l'utilisation de l'espace public dans la phase confinement. Pendant cette crise sanitaire, on a été contraints finalement d'augmenter nos contacts avec les pouvoirs locaux. C'est une bonne chose, hein. C'est quelque chose qui nous est arrivé qui était quelque chose de très positif et qui a été très porteur. Dans les 2 premières années, on va dire, de l'hébergement citoyen, on ne travaillait pas forcément dans la clandestinité, mais on travaillait, on va dire, dans les zones grises. Mais avec ce confinement, nous voilà forcés de négocier avec les pouvoirs locaux pour obtenir les autorisations d'ouvrir des lieux publics pour de l'hébergement. On avait entamé les discussions avec la région wallonne déjà précédemment. Donc, il y a une concertation des collectifs wallons qui s'était mis en place l'année qui précédait pour essayer de sensibiliser la région wallonne qui a dans ses compétences l'action sociale, mais qui n'a pas donc dans ses compétences l'accueil de la migration et qui se cachait donc derrière le fait que cette compétence ne faisait pas partie de son portefeuille pour ne pas intervenir, mais elle a dans ses compétences notamment l'action sociale. Et donc on a on a sollicité, on a mené un travail de lobbying auprès de la région wallonne pour que la région wallonne accepte de voir la situation humanitaire et agissent en termes de prise en charge sociale de la situation humanitaire. Cette discussion était en cours au moment du confinement et s'est poursuivie pendant le confinement et a débouché vers une prise de position de la région wallonne qui, à l'instar donc de la région bruxelloise 2 ans plus tôt, s'est positionnée dans une aide humanitaire, donc à mandater les collectifs, à subventionner, on va dire plutôt les collectifs citoyens qui comptent parfois 7 ou 8 personnes, un maximum, hein, donc c'est parfois très petit. Mais donc, elle a décidé de excusez-moi, subventionner est-ce les que vous collectifs m'entendez? citoyens sous le couvert de la crise sanitaire. Une minute? Anne-Catherine, est-ce que vous Ah oui. m'entendez? Moitié temps ou En une fait, minute? ça fait déjà 12 minutes, donc je vous demande Je ne t'entends pas, donc ok, c'est fini? Si c'est fini, je suis foutue. Vous m'entendez pas? Donc, s'il me reste une minute, je vais essayer de conclure rapidement. Oh, oui, il reste Mais je ne t'entends pas du plus de tout. temps Je ne sais du pas tout. pour quelle raison. Une minute. Une Une minute. minute. Ok. Ah bah alors, je ne vais pas pouvoir vous parler de tout ce dont j'avais prévu de vous parler, mais globalement, j'ai déjà dressé le tableau. Et donc, voilà. Donc, sous le couvert de la crise sanitaire, en fait, la région wallonne a pu prendre position en incitant les pouvoirs locaux à intervenir dans le soutien aux activités d'accueil de la migration en transit et en finançant une partie de cet accueil, ce qui nous a évidemment beaucoup aidé, hein, parce qu'après 4 ans, on commence à s'essouffler un peu en termes de solidarité au niveau des dons, etc. Et donc voilà, et je dirais finalement que en matière de conclusion, et je passe la moitié de ma présentation, mais je dirais finalement en matière de conclusion que malgré le fait qu'en fait la situation au niveau politique général n'ait pas évolué, même si on est sous une législature qui est un peu plus conciliante et un peu plus bienveillante, donc on n'a plus des actions policières brutales et violentes comme il y avait il y a 4 ans, mais donc sans avoir fait bouger les lignes de manière visible au niveau fédéral et au niveau de la politique d'accueil, il y a vraiment eu les pouvoirs politiques et institutionnels ont été forcés d'intégrer la question migratoire dans leur débat parce que les citoyens ont pallié en fait à une absence de prise en charge sous leur volet humanitaire. Mais aujourd'hui, on discute avec les pouvoirs publics, par exemple, sur la possibilité d'ouvrir des formations, de l'accès à des services pour les personnes qui sont en transit, alors que jusqu'à présent, Anne-Catherine, ils avaient été mis vous à l'écart m'entendez? de tous les services offerts donc à l'accueil de la migration. Voilà, je suis désolée. Merci beaucoup. Et je vous assure que ça ne me fait pas du tout plaisir de vous couper, mais il faut qu'on avance pour les autres intervenants qui ont toujours leur présentation. Merci beaucoup, vraiment. So for the interpreter, I'm switching back to English. Donc, je vais maintenant parler en anglais. Nous avons maintenant Kenan parmi nous qui va
nous parler de son travail en tant que militant et organisateur. Il était un militant détenu dans les Penally Military Barracks au Royaume-Uni et il est fondateur de Life Seekers Aid et également de Camp Residents of Penally, donc des organisations britanniques qui organisent des efforts de soutien. Donc, même dans ces barracks et pour lutter pour les droits des réfugiés au Royaume-Uni. Donc, c'est un vrai plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui pour partager vos expériences de détention et également de militantisme. Merci. Je vous passe la parole. Merci, Matt. C'est un vrai plaisir d'être ici aujourd'hui. Donc, je vais vous parler de mes expériences en tant que demandeur d'asile. La situation au Royaume-Uni est très compliquée. Moi, j'ai dû passer par un hébergement temporaire, donc c'était un abri au début. Et puis, il y avait ce qu'on appelle shared accommodation, donc un hébergement dans une maison partagée avec d'autres demandeurs d'asile. En décembre de l'année dernière, pendant la pandémie, le Home Office a décidé qu'il allait organiser un nouveau type d'hébergement. Donc, c'était dans un camp ex-militaire. Donc, il y avait un site à Folkestone et également là où j'étais, à Penally. Donc, c'était un camp militaire. Nous étions assez choqués par rapport aux conditions dans ce camp. C'était dans une zone très éloignée, sans accès au supermarché. Nous devions marcher 35 minutes pour atteindre la ville la plus proche. Donc, en arrivant dans ce camp, il n'y avait même pas de processus de consultation avec les habitants locaux. Et il y avait vraiment beaucoup de colère de la part des résidents qui n'ont pas été consultés. En même temps, pendant la pandémie et le deuxième confinement, il y avait vraiment des personnes de la part des partis de l'extrême droite qui ont vraiment organisé des harcèlements. Donc, les personnes qui étaient tout autour du camp, il y avait des barrières autour, et ces personnes arrivaient et faisaient des manifestations très proche à l'entrée du camp. Donc, il y avait vraiment cette pression et cette vraie harcèlement de la part de ces représentants de l'extrême droite. En ce moment, il y avait également des problèmes d'accès, même pour les personnes qui voulaient nous soutenir. Nous avions donc vraiment ces difficultés par rapport à ces manifestations et donc nous avons bien identifié un besoin d'organisation interne. Donc nous voulions vraiment fonder notre propre association. Nous nous appelons des résidents, donc des résidents de ce camp de Penally. Nous ne voulons pas vraiment utiliser le mot demandeur d'asile. Nous voulons nous organiser en tant que résidents avec des ateliers, même des activités culturelles, donc des activités d'art, etc. Les personnes dans le camp n'avaient presque rien. Nous n'avons pas vraiment des activités organisées ou même des choses de base, des services de base. Donc, l'idée était de vraiment faire cet effort de mobilisation, d'automobilisation pour créer cette association et pour commencer des campagnes pour fermer le camp. Donc, nous avons essayé d'établir des liens avec des différentes institutions. Il y avait des personnes victimes de la torture dans le pays d'origine, comme moi. Il y avait également des victimes de trafic.
des cibles des passeurs de différents pays, des personnes également avec des antécédents médicaux problématiques. Et donc, l'idée d'arriver dans ce camp sans soutien médical pendant des mois était vraiment problématique. Nous avons donc pu contacter des médecins, contacter des représentants, des autorités, des membres de notre Parlement, des sénateurs, pour essayer de vraiment sensibiliser ces groupes par rapport à nos conditions et les ONG également. Voilà, donc nous avons vraiment réussi à faire fermer ce camp, mais malheureusement, l'autre camp dont j'ai parlé continue, donc Napier Barrack, qui est proche à Douvres, hein, dans le Kent, là où beaucoup de chercheurs d'asile arrivent. Il y a vraiment des conditions terribles dans ce camp, avec dortoirs d'une vingtaine de personnes, une trentaine de personnes. Et pendant les confinements, je crois que les conditions étaient vraiment déplorables. Donc, il y a déjà des personnes qui ont parlé des flambées de COVID dans ce camp, des personnes qui ont été infectées même 2 fois. Et le Home Office qui disait à l'époque que ce genre d'hébergement était un projet pour essayer d'expérimenter, pour préparer la voie, pour créer des centres d'expulsion. Donc voilà, il faisait le lien avec Napier Barracks. Donc là, il y avait vraiment des questions de comment ces installations vont être organisées à l'avenir. Comment est-ce que nous allons vraiment voir ces personnes divisées à l'avenir avec ce système possible d'organiser les demandeurs d'asile à 2 niveaux? Comment est-ce que nous allons vraiment essayer de lutter contre ces possibilités? Je crois que nous devons absolument examiner les conditions de traitement actuelles et les possibilités futures, parce que je crois que les choses vont devenir encore pires. Donc, comment est-ce que nous pouvons également évaluer les risques, les dangers associés aux différents points d'entrée qui vont être identifiés? En ce moment, nous parlons du passage de Calais au Kent, donc à Douvres, mais est-ce que ces points d'entrée vont changer à cause du projet de loi actuel? Comment est-ce que nous allons peut-être lutter contre les problématiques autour de la question d'un passage sûr? Moi, je viens de la Syrie et la seule manière de vraiment faire cette traversée était de mettre ma propre risque en danger en montant sur un bateau. C'était la seule voie d'accès. Il n'y a pas de visa, il n'y a pas de passage sûr. Nous n'avons pas ce privilège. Donc, comment vraiment essayer de régler cette situation? Comment faire un travail de plaidoyer auprès des ambassades? Nous sommes en train de fuir une guerre et quelle est la solution donc pour les personnes comme moi qui veulent demander de l'asile légalement? Comment agir? Nous devons absolument lutter pour les droits des personnes comme moi qui sont arrivées ici pour chercher de l'asile, pour demander de l'asile. Il s'agit d'une question des droits de l'homme. Le droit de demander l'asile est vraiment un droit fondamental humain. Donc, comment vraiment identifier ces problèmes, ces idées en tant que question clé des droits de l'homme, sans compromis? Our right one by one till we will reach to the bottom, which is awful.
I want to. Je voudrais dire aussi quelque chose. Protester, écrire aux députés, ce n'est pas la seule façon. Il y a des alternatives. Par exemple, au Royaume-Uni, il y a un programme pour les réfugiés qui est une bonne alternative, je pense, pour les demandeurs d'asile. Et ce sont des très bons programmes. Donc, si on arrive à voir ces projets et qu'on trouve des alternatives et qu'on peut proposer des alternatives pour les demandeurs d'asile et les réfugiés, ça nous aiderait. Et on essaye aussi. Il vous reste 1 minute, 1 minute et demie. Merci. Je ne prendrai pas plus de ça. Il faut juste sensibiliser. Et là, on fait une exposition pour la 3e fois. Kenan est en mute. Kenan, vous êtes en sourdine, désolé. Désolé. J'ai fini, merci. On n'a pas entendu la dernière partie sur les expositions. Là, vous exposez, est-ce que vous pouvez juste reprendre ça? Oui, oui. Un projet qu'on a fait. Dans un camp, on a fait un atelier artistique où on a invité les demandeurs d'asile à venir créer et ils ont fait des choses extraordinaires. Et on est en train d'exposer ces productions artistiques actuellement. Et c'est la 3e fois qu'on les expose. C'est notre façon de dire aux gens et de dire au gouvernement et à tous ceux qui veulent bien nous entendre. Désolé, nous avons perdu Kenan et la connexion. Et de leur dire que nous sommes aussi des humains. Voilà, je vous remercie. Kenan, je ne sais pas si vous pouvez nous entendre, mais on vous a perdu à un moment. Vous pouvez m'entendre? Oui, très bien. Désolée, c'est parce que j'utilise mon téléphone, donc du coup, voilà. Mais c'est mon message et merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Je pense que ça serait super qu'on puisse partager des liens sur l'exposition que vous êtes en train de faire et le travail que vous faites dans les discussions. On aimerait beaucoup avoir encore plus de contributions. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ceci. Ça nous amène maintenant à la partie discussion. Donc, je voudrais remercier tous les intervenants pour leurs interventions. Et maintenant, je vais parler, qui nous ont présenté l'espace qu'on avait pour pouvoir agir. Donc maintenant, on va commencer la partie discussion dans le chat. Vous pouvez poser les questions. Dans le public, vous êtes les bienvenus, soit à lever la main, soit à tout simplement ouvrir votre micro ou poser la question par écrit dans le chat. Je vais commencer avec 2 questions pour Lily. Lily, la première parle des problèmes de GDPR et on se demande s'il y a des ressources que vous pouvez recommander pour avoir un peu plus d'informations là-dessus et du travail qui a été fait là-dessus quand les gens utilisent par exemple différents noms, etc. La 2e question est sur l'incapacité de demander l'asile à partir des infrastructures. Est-ce que les traités dus au contrôle juxtaposé ont été légalement remis en question? Est-ce que ça s'est déjà passé? Lily, vous pouvez commencer avec ça et ensuite je poserai les autres questions. Alors, c'est une très bonne question sur le GDPR. Il y a des ressources que je peux partager. Parce qu'il n'y a pas de ressources que je peux partager parce qu'on est dans le procédé de remettre en cause. Donc, c'est quelque chose qui est assez précoce. Donc, on en est au tout début.
Désolée, je ne peux pas vous donner plus d'informations là-dessus, mais je peux vous renvoyer sur des lectures très intéressantes sur HMP, qui a fait une très bonne revue sur ces infrastructures au nord de la France. Mais HMP, désolé, HMP. Donc, ce sont des articles très intéressants si vous voulez apprendre un peu plus sur les infrastructures qui sont plus que inadéquates à différents niveaux. L'autre question est une excellente question. En ce qui concerne l'interdiction de demander l'asile, je ne veux pas répéter ce que les intervenants ont dit. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de l'histoire sur la création des contrôles juxtaposés. C'est quelque chose de très complexe et qui est complètement basé sur des traités entre la France et le Royaume-Uni. Et ça a commencé avec le Touquet et ça a été mis à jour au fur et à mesure des années. Je ne me rappelle pas exactement quel traité. Donc, je crois que Francis va peut-être pouvoir nous donner le nom de la traité exacte, mais je crois qu'il y avait des mesures mises en œuvre à travers de cette traité pour vraiment stipuler que ces contrôles juxtaposés ne pouvaient pas être utilisés pour des demandeurs d'asile au Royaume-Uni. Donc, voilà le point de départ. La loi en ce qui concerne les traités sont assez compliqués. Donc, cela va un peu en dehors de l'espace juridique bien établi. Il y a des différents niveaux. Il y a les politiques plutôt gouvernementales et il y a cette arène plutôt juridique. Donc, nous devons absolument vérifier que les politiques suivent les lois qui ont été approuvées. Les traités sont un peu hors notre domaine. Donc, il s'agit d'une une question, un domaine compliqué lié à la discrétion des gouvernements. Donc, lié également au pouvoir souverain exercé par les gouvernements. Donc, les contestations sont compliquées, mais nous regardons bien ces questions en ce moment. Un objectif final que je voulais mentionner également lors de ma présentation était que dans ces installations et ces règles de détention dans les centres à court terme, normalement, les gens doivent avoir accès à ce qu'on appelle le mécanisme NRM, donc qui protège les victimes du trafic au Royaume-Uni. Il n'y a pas d'exclusion des personnes à cet accès, donc dans la zone des contrôles juxtaposés. Donc, je pense que les gouvernements vont peut-être contre ces propres obligations en refusant un accès aux informations autour de cet mécanisme. Donc, voilà quelque chose que nous recherchons en ce moment. Donc, il y a vraiment des questions liées aux possibilités juridiques de contestation à cet égard. Merci, Lily. Nous avons également une question pour Kenan. Je ne sais pas si vous m'entendez, si vous êtes toujours là, Kenan. Est-ce que vous êtes là? Kenan, vous m'entendez? Oui, je suis là. Ah, super, merci. Donc, nous avons une question pour vous de la part du public. Donc, c'est de savoir où est-ce que nous pouvons entendre plus d'informations de votre part et de la part des autres qui s'organisent dans les barracks. Donc, comment vraiment établir les liens avec vous pour partager nos idées, pour travailler ensemble et pour savoir quelles sont vos actions futures et également vos manifestations. Donc,
notre plan est d'essayer de vraiment établir ce genre de lien avec notre propre organisation. Vous pouvez parler un peu proche, plus proche au micro, parce que l'audio n'est pas audible. Donc, je disais que nous étions en train d'analyser les possibilités d'établir des liens avec Napier Barrack. Vous pouvez nous contacter en utilisant notre mail et également notre page Twitter. Je vais vous partager ces informations, ces coordonnées. C'est super. Merci beaucoup, Kenan. Nous allons regarder ces informations dans le chat pour bien faire circuler ces coordonnées. Merci. Je vais maintenant ouvrir la parole à Bill. Donc, Bill, allez-y, s'il vous plaît. Oui, est-ce que je peux faire un commentaire? Oui, bien sûr. Allez-y. Donc, je viens de Oxford Against Immigration Detention. En ce qui concerne les parcours d'action, je crois que les remarques de Kenna sont vraiment des bons exemples d'action. Donc, dans un lieu de détention même. Donc, c'était vraiment intéressant de voir comment ces détenus ont agi comme des agents de changement. Je voulais juste dire qu'au Royaume-Uni, je ne sais pas si au début de votre séance, vous avez partagé des informations autour des propositions pour ouvrir des centres d'accommodation pour des demandeurs d'asile dans des zones vraiment éloignées. Donc, vraiment au milieu de la campagne, très éloigné des villes. Donc, cela fait partie des plans et nous pouvons bien, je pense, lutter contre cette idée avec des campagnes locales contre ces centres d'accommodation. Il y a également un point que je voudrais exprimer par rapport aux résistances aux frontières externalisées. Donc, nous avons une organisation Docs Not Cops qui travaille sur l'accès aux services de santé et également les actions qui viennent des domaines non traditionnels. Donc, the Royal National Lifeboat Association, donc avec des bateaux qui sauvent des vies dans la Manche et les contributions du public à ces organisations augmentent à cause de la publicité autour de ces questions migratoires. Donc, voilà, je voulais juste partager ces idées. Merci, Bill. S'il y a d'autres participants qui veulent répondre, n'hésitez pas à lever la main. J'ai vu une autre question également dans le chat. Lily, je crois que vous voulez répondre, peut-être réagir? Oui, juste pour réagir, 100% d'accord, Bill. Surtout en ce qui concerne notre domaine militante, je crois que nous oublions des fois les facteurs juridiques, mais nous avons des liens avec des groupes de la société civile, par exemple, des militants qui nous approchent pour nous dire qu'il y a vraiment des possibilités de contestation juridique. Nous cherchons toujours des possibilités et nous ne pouvons pas vraiment être partout. Donc, nous demandons vraiment aux personnes qui travaillent sur le terrain de nous contacter, de ne pas oublier le domaine juridique et notre travail possible. Voilà. Merci Lily, merci beaucoup. Comme Francis a dit dans le chat, nous voulons maintenant vraiment ouvrir la parole à tous nos intervenants pour vraiment parler de notre avenir. Donc, quelles sont nos possibilités d'action? Notre forum, Cross Border Forum, transfrontalier, a comme objectif principal l'idée de vraiment
encourager des actions collaboratives entre les trois pays. Donc, Francis dit ici que nous avons beaucoup entendu par rapport aux initiatives au niveau national, de bon travail de différents types, mais comment est-ce que nous pouvons établir des liens entre nous pour des actions transfrontalières, donc pour renforcer des partenariats, votre travail actuel, les espaces, des possibilités pour des nouveaux projets, pour réunir les acteurs des différents pays. Voilà, je voulais ouvrir la parole à tous nos intervenants. Et merci Francis de cet encouragement. De 1 minute. En fait, je voulais revenir moi sur l'interrogation au sein du réseau, on a sur la notion de plaidoyer et d'essayer de convaincre des personnes qui sont déjà au courant des effets des politiques qu'elles mènent. Et en tout cas, au sein du réseau, c'est quelque chose que l'on questionne énormément, puisque on se dit que si on essaye de produire de l'information, qu'on essaye de leur dire d'aller voir que ce soit des parlementaires, mais je pense surtout à la commission. En fait, donc, mon idée, c'est d'interroger vers qui se tourne ce plaidoyer, vers qui on va pour essayer, parce que nous sommes face à des autorités qui savent exactement ce qu'elles font. On n'a pas besoin forcément de les convaincre, puisque en fait, ces dernières années, ces politiques sont faites vraiment pour déstabiliser, on l'a dit toute la journée, pour dissuader, etc., pour montrer que c'est difficile. Donc, ma question est la suivante, et je pense que c'est une réflexion qu'on pourra mener peut-être dans le cadre du Cross Border Forum, c'est comment est-ce qu'on peut vraiment renverser ce rapport de force? Comment est-ce qu'on peut véritablement modifier en fait, de manière concrète la situation vis-à-vis des exilés qui vivent vraiment des situations de pire en pire chaque jour. On le voit bien là, même y compris le droit d'asile n'existe quasiment plus. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand on n'a pas la possibilité de déposer l'asile dans des lieux qui sont de surcroît invisibilisés. Voilà, donc ça, c'est une question que je pose. Et par rapport à la table ronde précédente, on voit par exemple que les nouvelles technologies sont de plus en plus utilisées, les moyens de surveillance de plus en plus utilisés. Pour l'instant, cela reste l'apanage de quelques associations qui travaillent dessus, parce qu'on a l'impression que c'est très compliqué, parce qu'on a l'impression que c'est inaccessible. Or, il se joue des choses en matière de nouvelles technologies dans l'agenda des politiques européennes qui est extrêmement important. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait partager davantage sur ces questions qui sont extrêmement pointues, extrêmement techniques? Lily Parrott, tout à l'heure, parlait de la technicité du droit. Comment on peut essayer de partager entre nous et au-delà de notre cercle de militants qui sommes déjà au courant, comment on peut aller au-delà pour essayer de renverser tout cela? Merci. Thank you very much, Anna. Merci, Anna. Nous manquons du temps maintenant. Je voulais donner 30 à 60 secondes à Anne-Catherine, juste pour terminer. Trop longtemps, je voulais juste dire que pour ma part, dans mon point de vue de terrain, parce que vous l'avez compris, je suis quelqu'un de terrain, j'ai le sentiment que depuis 4 ans que je suis investie là-dedans, je passe mon temps à courir pour, comment dirais-je, corriger des mesures qui sont prises et que finalement, je loupe quelque chose en termes de plaidoyer sur le fond du problème. Je ne sais pas très bien si ce n'est pas un commentaire assez pessimiste pour clôturer, si c'est moi qui dois clôturer. Je suis à la fois extrêmement optimiste parce que j'ai l'impression qu'effectivement, il y a moyen de faire bouger des leviers et qu'on les prend, on peut les trouver un peu partout. On n'est pas forcément obligé de les trouver au cœur du sujet, je crois. Mais d'un autre côté, j'ai le sentiment quand même qu'on passe notre temps à pallier et à corriger des choses qui vont de pire en pire. Les nouvelles mesures sont effrayantes partout et on arrive à pallier petit à petit, et parfois pas tout à fait, pas complètement. Et donc, pour ma part, et je pense que c'est le cas de beaucoup de citoyens en Belgique impliqués là-dedans, on a besoin de se poser des questions sur le fond du problème, sur le cadre général, et peut-être d'interpeller, pas uniquement justement au niveau local pour nous, régional ou fédéral, mais effectivement d'interpeller sur la vraie question par rapport à la migration et à l'attitude européenne, l'attitude que l'Europe prend aujourd'hui. Bon, c'est un peu pessimiste, pardon.
No, no, thank you very much. It's a great way to sum up some of the. Merci, ça fait une bonne synthèse, je pense, de l'énergie et la motivation que nous avons pour vraiment trouver des manières d'aborder ou d'arriver aux changements structuraux. Donc, pas seulement lutter contre les effets. Donc, voilà une des motivations derrière notre cross-border forum. L'idée de vraiment nous réunir pour avoir une compréhension conjointe de l'organisation frontalière et également pour travailler collaborativement à travers les différentes zones. J'aimerais remercier Lily, Bella, Anne-Catherine, et Kenan et Tom de leur intervention. Merci aux participants. Maintenant, je pense que nous pouvons clore notre 4e table ronde et passer la parole à Maëlle pour quelques mots de clôture. Merci à vous tous. Merci, Martha. Je vais faire court parce que la journée a été longue, riche et dense. Et donc, je vais juste prendre 4 minutes, 5 minutes maximum et développer 3 petits points. Mais avant ces 3 points, il me semble important de remercier déjà tous les participants à cette journée, toutes les personnes qui sont venues et qui ont assisté à cette journée, mais plus particulièrement les intervenants et intervenantes, sans qui cette journée n'aurait pas eu lieu. Ça me semble aussi essentiel de rappeler et de saluer le travail des interprètes, Magali et Sarah, qui, là encore, sans elles, je pense qu'on ne pourrait pas avoir cette dimension transfrontalière et essayer de dialoguer au-delà des frontières. Donc, merci, un grand merci à elles toutes les deux pour ce travail difficile et pourtant très bien assuré. Enfin, un petit mot aussi pour remercier les personnes qui ont réussi à financer cette journée, notamment l'essentiel des dépenses et les prestations liées à l'interprétariat, pardon, je vais y arriver. Et donc, merci à ces personnes qui ont financé cette dépense. Enfin, si j'essaye un peu, mais c'est vraiment une tentative de ramasser, comme on dit, ou de résumer un peu ce qui a pu se dire et qui est dans cette journée qui était très riche et très dense. Moi, j'avais 2 points en tête. La première, c'est la question des continuités, des ruptures. On a bien vu par le biais de certaines interventions que ce qui se passe dans cette frontière France-Belgique, Royaume-Uni s'inscrit dans des continuités très longues. Et notamment, si on analyse ce qui se passe dans une perspective historique, on voit bien que ce qui se passe à Calais, à Douvres et ailleurs s'inscrivent dans une perspective notamment dans l'histoire coloniale des différents pays concernés, puisqu'on a affaire là à 3 pays anciennement empires. Et donc, il y a une histoire qui finalement qui trouve ses racines dans la période coloniale de ces 3 pays, quoi. Mais on voit bien aussi, et ça c'était le travail de Lucy Meiblin, et on voit bien aussi par le biais du travail d'Olivier Kahn que cette frontière ne date pas d'hier, qu'elle a été construite par le biais d'accords bilatéraux depuis le milieu des années 80. Et donc, l'histoire de cette frontière et du contrôle de cette frontière et de l'externalisation du contrôle s'inscrit encore dans une histoire politique longue. Ça c'est un peu pour illustrer la question de la continuité, de quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Alors, on l'a vu aussi par le biais de plusieurs interventions que le Brexit, peut-être, pourrait possiblement ouvrir des brèches, même si ces brèches sont un peu limitées, mais en tout cas, peut-être que ça pourrait constituer une rupture. En tout cas, c'est une question qui a été posée par plusieurs intervenants, dont Olivier Kahn. Cela dit, si je reviens sur la question des continuités et du temps long, on voit bien que cette frontière est génératrice et productrice de violence. On le voit dans ce que ça génère comme violence vis-à-vis des personnes exilées dans leur parcours, des 3 côtés de la frontière, que ce soit en Belgique, en France, ou, comme l'a montré Kenan, du côté Royaume-Uni. On voit bien que ce soit dans les lieux d'enfermement, dans les campements, dans les gares, un peu partout, en fait, cette frontière est
et productrice de violence. Et Olivier l'a rappelé aussi, et elle génère la mort. Cette frontière tue. Et ça encore, ça s'inscrit dans le temps long. Peut-être que le deuxième point que je voulais soulever, c'était un peu la question des alliances ou des stratégies. Dariush a un peu questionné, interrogé la question de la place des ONG et des associations, notamment en montrant comment sécuritaire et humanitaire pouvaient des fois être intimement liés, et des questions assez profondes que cela pose, et de la nécessité aussi pour le tissu associatif, militant, des trois côtés de la frontière, de s'interroger sur ces pratiques, sur comment on se positionne et comment finalement militants et associatifs peuvent parfois devenir accompagnateurs de certaines politiques, et de la nécessité en tout cas de toujours s'interroger et poursuivre les questionnements, quoi. Et je pense aussi, il me semble que les interventions de Dariush ou encore celles d'Antonella montrent aussi comment il faut essayer de réfléchir les stratégies et les alliances vers des acteurs nouveaux, notamment des acteurs qui travaillent sur la question de la militarisation de ces frontières, de l'observation de comment ces frontières mobilisent un certain nombre de dispositifs de contrôle. Antonella l'a bien montré par le biais de la façon dont on contrôle en fait notamment les téléphones en fait, des personnes exilées. Et donc, de la nécessité peut-être pour le tissu associatif d'aller vers des acteurs et des organisations nouvelles pour créer des alliances et des stratégies nouvelles afin de contester ce régime des frontières. Mais de la même manière qu'Antonella il me semble, lancer une perche, comme on dit en français, en tout cas proposer une piste d'alliance, je pense que Lily Parotte a dit également qu'il y avait besoin d'agir davantage conjointement entre acteurs de terrain, militants associatifs et les acteurs juridiques, les avocats, les juristes, etc. Et là encore, j'entends, moi, dans le discours de Lily, une volonté de construire encore des ponts. Également, via l'intervention de Anne-Catherine ou d'Olivier, on voit aussi que si les blocages existent au niveau national et qu'on a affaire, comme l'a dit Anna juste avant, à des États ou des gouvernements qui sont sur, là encore, des politiques qui durent, qui ne changent pas et qui produisent de manière continue des violences, il y a peut-être des fois des leviers, des possibilités de changement qui viennent du niveau local, tant par l'action citoyenne que par l'action de certaines municipalités, comme l'a rappelé en fait Olivier Clochard. Voilà, il me semble, enfin pour terminer, et avant d'arriver sur ma petite conclusion, c'est que Kenan ouvre aussi ou rappelle en tout cas la nécessité de prolonger en tout cas les luttes portées de manière autonome par les exilés, les personnes migrantes, les personnes people on the move, comme on dit. Et ça, c'est à mon avis une interrogation et une ligne à avoir toujours en tête. Et alors, mon troisième point, ça porte plus effectivement sur cette dynamique transfrontalière du cross-border. C'est qu'on voit bien que il faut sortir un peu de l'enfermement dans lequel on peut être, nous, militants, chercheurs, associatifs, où des fois on pense cette frontière uniquement, on est coincé nous-mêmes dans les frontières, et comment il faut en fait dépasser ces frontières et construire des solidarités transfrontalières. Cette journée avait pour but d'aider justement à construire ces solidarités transfrontalières, notamment en essayant de porter ou de poser un constat commun. C'était l'objet un peu de cette journée, justement, de permettre, au-delà de ces trois frontières, d'analyser ce qui se passait, de dépasser un peu nos points de vue nationaux réciproques. Et donc, peut-être que la suite de cette journée, c'est une question, qu'est-ce que va devenir cette journée, qu'est-ce qu'elle va produire, qu'est-ce qu'elle va générer,
C'est une interrogation. Je pense que toutes les personnes réunies là et d'autres qui n'ont pas pu assister se posent cette question et on a besoin de continuer la réflexion. Il me semble que tout simplement, on va chercher, j'entends on, nous les organisateurs, donc le cross-border, on va chercher à valoriser ce qui s'est dit dans cette journée par le biais peut-être de vidéos, par le biais de rapports. Mais il me semble que cette journée ne doit être que le point de départ en fait, d'une dynamique transfrontalière de contestation en fait, de ces régimes des frontières qui produit violence et mort. À mon avis, il me semble que cette journée, c'est que le point de départ, en tout cas, espérons-le. Donc, j'espère pouvoir vous donner rendez-vous prochainement et continuer en fait ce travail et cette dynamique. Voilà. Thanks very much, Maëlle. And I think on that note, merci beaucoup, Maëlle. Et je pense qu'on peut finir la journée pour répéter merci à tous les participants, tous ceux qui ont contribué, qui ont écouté. Merci à Sarah et à Magali, nos interprètes qui sont probablement très fatigués. Merci beaucoup.